Test, test. Oh, mon Dieu. OK, oui, on m'entend. Bien, bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde à l'Esplanade tranquille, dans une ambiance, ma foi, tranquille et conviviale. On adore, on adore. J'adore la vue. Je ne l'avais jamais vue du deuxième étage. Je vais arrêter de radoter et vous dire pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici pour le Midi Causerie avec nos invités Jean-Paul Haïd et Laurie Jean-Louis, pardon. Je suis votre animatrice pour aujourd'hui, Night Team, avec un petit H doux dans mon nom de famille. Et je suis enseignante de littérature au Collège de Maisonneuve. Je suis entre deux cours, donc si vous avez des questions pour moi, je vais être partie. Fait que, mais voilà. Non, en fait, c'est un plaisir pour moi d'animer aujourd'hui la causerie. C'est un heureux hasard qui fait que je suis ici, mais je suis, oh ma foi, combien contente. J'ai lu vos ouvrages, larmes à l'œil, je vais l'avouer. Et on aura l'occasion d'en reparler. D'abord, juste vous expliquer le fonctionnement, c'est-à-dire que j'ai quelques questions pour nos invités. J'inviterai évidemment les gens dans la salle à poser vos questions aussi au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Et je vais garder un œil sur la salle et sur les mains qui se lèveront au fur et à mesure. Sinon, à la fin, j'estime qu'on pourrait garder un petit 10 minutes pour les questions aussi, pour les discussions, les échanges, les commentaires, les blagues, tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Je vais vous présenter brièvement nos invités. Alors, Jean-Paul Haïd, né de père libanais et de mère belge, s'est établi au Québec en 1967, l'année de l'Expo, pour ceux et celles qui étaient déjà assez âgés. Assez vieux. Après des études en arts plastiques et en cinéma d'animation, Jean-Paul se joint à l'équipe de la revue humoristique Croc, où il publie pendant 10 ans les aventures de Jérôme Bigras, surréaliste banlieusard flanqué de Rex, sa fidèle tondeuse à gazon, ça donne le goût. Ensuite, je vais tout lire, en fait. Page à lire par transparence, scénario interactif, page miroir ou papier avant l'heure, Haïd s'amuse à déconstruire le langage de la BD et en déjouer les codes. Son album, Le fond du trou, un album perforé d'une couverture à l'autre, permet au personnage d'emprunter ce trou afin de traverser physiquement l'histoire comme on voyage dans le temps. À titre d'illustrateur, il a travaillé pour de nombreux magazines, agences de publicité et productions cinématographiques et télévisuelles, pour des éditeurs de livres pour enfants ainsi que pour des musées historiques et scientifiques. Vous êtes considéré aujourd'hui comme une figure marquante du 9e art québécois et vous avez publié récemment Le Petit astronaute à la pastèque, ouvrage, ma foi, fort émouvant. Bienvenue. Ben merci. Merci pour cette présentation. Je vais présenter notre deuxième invitée, Laurie. Pardon, excusez, je me m'effeuille. Laurie Jean-Louis, née à Montréal de parents haïtiens. Après un baccalauréat en histoire, culture et société, Laurie Jean-Louis réalise une maîtrise en littérature sur le corps noir et l'intersubjectivité. Je recommence. L'intersubjectivité. Elle poursuit des études en bibliothéconomie. Par la suite, elle cumule diverses expériences professionnelles en médiation interculturelle, enseignement, animation, lecture, édition. Elle fait tout. Elle publie en juin 2020 son premier recueil, La femme sans couleur. Elle a récemment joint l'équipe de communication jeunesse et offre divers ateliers. Elle fait partie du comité éditorial de la revue Liberté et est présidente du conseil d'administration aux éditions du Remue-Ménage. À présent, elle se concentre à l'écriture. Ses sujets préférés sont la justice sociale, la question raciale, une attention particulière à la lecture. Ses influences vont de Toni Morrison à Saramago, en passant par Stefan Zweig. Et elle a publié aussi récemment Philibert. Philibert, le garçon qui pliait son cœur aux éditions Édito en 2021, pour lesquels vous avez été acclamé par le public et vous avez gagné quelques prix. On aura l'occasion d'en parler. Alors, bienvenue, Laurie. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Donc, aujourd'hui, la causerie s'inscrit dans la thématique de l'imaginaire. Alors, première question pour vous, comme évidemment vous devez être habitué. Pouvez-vous nous parler de votre processus de création, d'écriture? Comment on passe de l'imaginaire, justement, de cet imaginaire de nos esprits au papier? Alors, Jean-Paul? Ben moi, dans mon cas, c'est de la bande dessinée. Alors, ce qui est particulier, et ça a toujours été comme ça part d'images. Et souvent, c'est des images, des scènes fortes, autour desquelles je vais finir par construire une histoire qui est assez construite, en fait. Là, c'est pas, ça ne s'en va pas nécessairement dans tous les sens, mais à la base, c'est ça. C'est des images, des métaphores visuelles. À l'époque où je travaillais pour le magazine Croc, j'allais, par exemple, dans les bibliothèques jeunesse, parce que les livres ont plus d'images.
Et je regardais ça, je partais sur un sujet, les dinosaures. Et puis là, il y a des illustrations qui me parlaient, et puis ça faisait naître en moi un sujet. Puis plus tard, quand j'ai été donc plus à partir des années 2000, où j'ai commencé à faire plutôt des albums, des romans graphiques, comme Le Petit Astronaute. Là. Le Petit Astronaute, c'est vraiment une histoire donc, qui raconte l'histoire de Tom, un petit garçon qui arrive sur Terre, qui va naître avec un lourd handicap, une paralysie cérébrale. C'est l'histoire, grosso modo, très inspirée en fait de mon fils, parce que je suis le père d'un grand garçon de 22 ans aujourd'hui qui a une paralysie cérébrale. Bien, j'ai une image qui m'est restée en tête à l'époque où il était relativement jeune et qu'il ne répondait pas parce qu'il est non-oral. J'essayais de comprendre, de me mettre à sa place. Et l'image que j'avais, c'était en fait un enfant qui, c'est un peu comme s'il nous regardait à la télévision, comme s'il nous regardait à travers une fenêtre. Il était spectateur, mais ne participait pas. Et j'ai eu cette image-là d'une espèce de bébé avec un cordon ombilical qui flotte dans l'espace, avec un casque de cosmonaute et qui regarde le monde à travers les hublots en forme comme deux yeux, et il regarde le monde à travers les hublots de son astronef. Donc voilà, c'est un peu de ce genre d'image-là que partent mes récits. Ah, c'est ça, de l'image. En fait, cette image-là m'a énormément interpellée. Je l'ai trouvée très, très belle, cette espèce de plongée aussi dans la tête de l'enfant, de voir à travers l'œil. Et il y a une planche en particulier où on est à l'envers. Et là, je n'avais pas compris que c'était parce que Tom était à l'envers. Ah oui, c'est ça. Il y a aussi cette espèce de jeu sur les plans. Merci Jean-Paul. On part d'images, de métaphores, puis on construit l'histoire. Est-ce que je vais avoir une autre question tantôt. Laurie, pour... Alors, je suis contente d'entendre Jean-Paul parce que moi aussi, je pars des images. Mais là, bon, vous ne le savez pas, mais avant d'être auteur, j'ai essayé d'être dessinatrice et peut-être même un peu musicienne. Mais ça a été un échec. Les deux. Donc, je me suis dit, en fait, je me suis rien dit. J'ai dit, mais ce que tu sais faire, c'est écrire. Donc, l'image que tu n'es pas capable de dessiner, tu vas l'écrire. Puis, la grande différence entre moi et Jean-Paul, c'est que Jean-Paul a écrit et dessiné. Moi, je n'ai pas dessiné. Alors, la première image, c'était un petit garçon qui n'avait aucun usage sérieux à faire avec son cœur. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec un cœur inutile? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on le range dans la commode. Alors, de là m'est venu Philibert, le garçon qui pliait son cœur. Puis là, toute l'histoire de Philibert, c'est de donner une raison d'exister à son cœur et l'impossibilité à la fin de plier son cœur et de le ranger dans la commode. Et là, l'idée, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Donc, c'est là où, quand on t'explique que j'essayais de comprendre où il était, moi, j'ai beaucoup aimé, quand j'ai lu Le Petit Astronaute, d'avoir les deux yeux, d'être dans la tête de Tom, puis de dire, OK, il est là. C'est un peu spécial, on a l'air un peu fou, mais en tout cas, je suis avec lui. Donc, je peux me promener avec lui. Ben, Philibert, c'est un peu la même chose. Donc, je pars d'une image, puis à partir de cette image-là, je construis. C'est toujours une image qui me frappe, puis je me dis, oh oui, comment je pourrais faire pour expliquer qu'il plie son cœur? Parce que les enfants savent très bien qu'on ne peut pas plier le cœur. Ils le savent. Mais en même temps, ils vont comprendre si je fais une métaphore. Si tu fais rien avec ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Ben, comme les vêtements, tu le plies, tu le ranges dans le tiroir. Merci, merci Laurie. C'est vraiment intéressant de voir que les deux vous portez des images. Et là, je vais rattraper la balle au bon. Jean-Paul, tu as illustré et écrit Le Petit Astronaute. Est-ce que c'est un processus qui se veut différent de juste l'écriture ou pour toi, c'est complémentaire de par ta formation et par ta pratique de création? Alors, moi, dans mon cas, je commence vraiment par... c'est de l'écriture. C'est un peu comme si j'écrivais un roman.
Et après ça, je vais rajouter des images. Mais en l'écrivant, j'ai quand même une idée des images qui vont l'accompagner. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si j'écrivais, mais avec un alphabet plus large, parce que j'ai accès aux couleurs, aux contrastes, aux pages de gauche, pages de droite, au format des cases, en fait, tout ce qui est propre au langage de la bande dessinée. Et, et puis c'est ça. Donc, évidemment, c'est écrit en fonction des images. Je trouve que c'est quelque chose qui quand j'écris, étrangement, c'est quelque part entre la pièce de théâtre et le scénario de film. C'est beaucoup axé sur les dialogues, avec évidemment une espèce de narration dans le cas de cette histoire-là, parce que l'histoire est racontée par Juliette qui vient revisiter sa maison d'enfance. Mais c'est ça, les images sont jamais très, très loin. Hein. Et comme on parle de... j'ai une grande influence. Moi, la bande dessinée que j'aime faire, elle est très cinématographique. J'emprunte beaucoup au langage du cinéma, ne fût-ce que la caméra, qui est un personnage omniscient, et c'est le personnage qui est là dans tous les plans et qu'on ne voit jamais. Et alors, j'aime bien emprunter ce personnage-là, donner l'impression aux gens que la caméra est en train de rentrer dans les décors, qu'on vole au-dessus de Montréal. Et donc, ces espèces d'impressions-là de mouvement du corps du lecteur pendant la lecture, c'est quelque chose ça fait partie de mon langage de façon générale. Mais ceci dit, de façon concrète, avant que je me mette à dessiner, ça va prendre beaucoup de temps. Moi, je suis vraiment quelqu'un, j'écris, et c'est quand je suis sûr de mon histoire, je sais où je m'en vais, là, je vais commencer à dessiner. Je commence par les personnages, lentement, cerner les personnages, et voilà. En fait, c'est un peu comme ça que ça se fait. C'est intéressant parce que vous partez d'images, ensuite vous écrivez et puis vous dessinez. Exactement. Fait que les images sont d'abord mentales. C'est vraiment intéressant. Puis là, vous avez parlé d'un long processus, j'y reviendrai parce que je sais que Le Petit Astronaute, c'est un travail d'une quinzaine d'années que vous dites souvent. Mais ça sera une question en suspens. Je vais un petit suspense. Laurie, vous, en fait, vous avez fait appel au talent d'illustratrice. Je suis sûre que vous en avez aussi. Nous attendons tous votre image, votre album illustré par vous et écrit par vous. Vous n'allez pas l'acheter. Tout est relatif. Hein. Alors, c'est ça, le vôtre a été illustré par Nahid Kazemi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette idée de collaboration? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Est-ce que c'est vous qui êtes allé la chercher? Comment vous avez formé ce duo, en fait? Philibert, c'est mon premier album, jeunesse. C'est mon éditrice qui est allée chercher Nahid Kazemi. Moi, j'avais pas d'idée parce que ce qui est difficile quand on écrit puis on dessine pas, c'est que nous, l'histoire de Philibert, moi je la connais, j'ai des images qui vont avec l'histoire. Dans ma tête, tout tient bien. Donc, le travail avec la dessinatrice, c'est de dire, bon, est-ce que mon texte te parle? Puis j'aime beaucoup comment elle a illustré. Mon texte lui parlait. Il lui a parlé comme ça. Mais comme je ne sais pas dessiner, il aurait pu avoir une autre proposition, ça m'aurait convenu aussi. Tant que ça tient dans l'écriture, dans ce que moi j'ai fait, on peut l'illustrer d'une autre façon. Parce que le travail que j'ai fait maintenant, c'est le travail que je fais toujours. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'imagination. Puis expliquer à quelqu'un l'image qu'on a dans notre tête ou par où on est passé pour arriver quelque part, mais c'est le travail que je fais constamment. Donc, moi, si elle me présente Philibert comme il est illustré dans l'album, ben, ça me va, j'ai pas à ajouter. Vraiment, j'aime beaucoup son travail, ça aurait pu être fait différemment. Je trouvais bien, je comptais sur certains éléments parce que le vent, dans mon histoire, est un personnage. Puis là, ça a été important que je lui dise, il faut que ce soit clair que le vent est un personnage. Il ne faut pas on voit les feuilles, on ait l'impression que les feuilles bougent. Je veux un peu quelque chose d'humain. Ouais. C'est ça. Mais sinon, je n'avais pas tant de précision que ça. Pour l'histoire.
OK. Vous aviez... En fait, j'ai lu quelques entretiens et j'ai vu que vous avez tout de même insisté sur certaines choses, notamment le fait que le personnage de Philibert serait un enfant noir. Là, j'en arrive à ma prochaine question, qui est ces choix, en fait, ces choix qui sont importants pour vous en tant que créateur, créatrice. Pourquoi? Qu'est-ce qui les justifie pour vous, Jean-Paul? Je pense qu'il y a eu un immense travail de recherche aussi dans le but de montrer la réalité d'un enfant atteint de paralysie cérébrale, d'autant plus que vous la vivez, mais pour être capable de l'expliquer aussi aux gens. Fait que ce travail de recherche aussi, mais les points sur lesquels vous avez insisté, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et pourquoi? Jean-Paul? Oui. Alors, dans mon cas, c'est un peu particulier parce que c'est un sujet dont on parle très peu. C'est une communauté qui est très peu représentée. Et j'avais l'impression, peut-être que, en fait, ça semble se confirmer de par les témoignages que je reçois. Je me disais, c'est un livre qui va probablement être, dans un tout petit milieu, une espèce de forme de référence dans la représentation. Donc, j'avais une responsabilité là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai vraiment été chercher, mon Dieu, des témoignages chez des gens, des travailleurs, travailleuses en garderie pour essayer d'avoir un petit peu toutes sortes de points de vue. J'ai été faire du repérage photo dans des centres de réadaptation. Et puis derrière tout ça, en fait, l'idée, c'est ça, c'est la représentation, parce que c'est un des gros problèmes qu'il y a avec les personnes qui vivent avec un handicap lourd, comme dans le cas de ce livre-là, c'est que c'est des gens qui vivent de façon parallèle avec nous. Ils sont dans des réseaux parallèles, ils n'ont pas le même réseau de transport, ces enfants-là ne sont pas dans les mêmes... organismes de loisirs, etc. Et donc, peu de gens sont exposés à ça et ça donne une image un peu biaisée de la réalité. Donc, ce que j'avais besoin de dire, c'est de montrer un peu ce que c'est et en illustrant, par exemple, les véritables décors. Ça se passe dans Rosemont, la petite patrie. Les gens connaissent les lieux, ils vont reconnaître l'appartement où ça se passe. C'est de dire que cet enfant-là, cette famille-là, c'est votre voisin. Ils habitent à côté de chez vous. Vous allez les croiser à l'épicerie, sur le trottoir. Puis ça, pour moi, c'est important. Et je dirais que de façon plus large aussi, comme c'est un livre qui parle d'inclusion, je me devais de montrer le plus possible la diversité de façon générale pour dire qu'en fait, il faut être hétérogène. On a besoin d'avoir une société qui est très différente et qui puisse aussi accueillir des enfants comme le petit homme. Oui, tout à fait. Laurie? Oui, effectivement, j'ai tenu à ce que Philibert soit noir pour deux raisons. La première, c'est que c'était pour aller avec l'histoire. Parce qu'à un moment, Jacotte, qui est dans l'histoire, lui dit « Mais Philibert, ton afro a doublé de volume. » Bon. Alors, le mystère de l'afro est très simple. Il n'y en a pas de mystère. C'est très, très simple. Donc, il fallait que ça colle avec l'histoire. Puis la deuxième raison, c'est que les gens ne sont pas conscients. C'est-à-dire que moi, je suis noire. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'inclusion. Quand je me regarde, je ne m'attends pas un matin à trouver une autre femme que moi. C'est toujours moi. Mais Philibert, il existe. Il est là, c'est ça. Il est partout. Il mange, il dort. Il est fâché. Il y a des sœurs, des frères. Donc, je tenais à montrer que les personnes qu'on dit issues de la diversité, c'est le dernier nom, avant le prochain, ce sont des gens très communs. Et les gens reçoivent l'album comme quelque chose d'inclusif qui veut illustrer, mais l'auteur est noir. Moi, si on veut parler de moi, ça dépend de ce qu'on veut dire de moi, mais je suis une femme assez commune. Il n'y a rien de spécial. Je n'avais pas un désir de montrer un enfant noir. Et puis, il est fort probable que dans tous les albums jeunesse que j'espère écrire,
ben, les enfants soient toujours noirs. Moi, je vais toujours être noire. Ça va pas changer. Donc, c'est pas une volonté d'inclusivité, c'est même pas une volonté de représentation, c'est la vie. Si je représente une feuille, je vais pas la faire turquoise, je vais la faire verte. C'est tout. C'est ça, dans un désir juste de normalité aussi. Des fois, moi-même, vous le voyez bien, je suis issue de la diversité et on nous colle souvent des étiquettes et des fois, on veut juste exister pour ce qu'on est, c'est-à-dire, oui, je suis prof de littérature et je dis ça à la blague parce que je me le fais souvent dire et non de mathématiques quand je rentre dans une classe parce que c'est quelque chose que j'entends en fait puis je dis oui, ça existe aussi, j'existe à travers mes propres expériences. Puis c'est normal aussi de les vivre. Là, vous avez les deux parlé d'inclusion, de cette espèce de représentation, veut pas. Est-ce que c'est le voyez-vous comme un poids ou une chance? Ou Laurie t'a parlé du fait qu'on a beaucoup associé le fait que là, tu es une femme noire qui a mis en scène un personnage noir. Jean-Paul, là, vous avez parlé des différents témoignages que vous avez reçus. Est-ce que là, vous devenez un petit peu ambassadeur de cette cause-là, si vous voulez? Est-ce que vous le voyez comme ça? Est-ce que c'est un frein, vous? Ou, comment, après, la réception, en fait, de l'œuvre? Comment La on perçoit? réception. Ouais. Mais ça devient indirectement, et pour moi, et involontairement, une lutte. Comme vous venez de dire, on existe. Si le fait de dire que j'existe est un acte presque surprenant, vraiment spécial, mais je vais continuer à le dire. Maintenant, la réception ne nous appartient pas. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'écrire une bonne histoire parce que Philibert me touche beaucoup. Maintenant, après, quand les gens lisent Philibert, ça leur appartient. Ils font un peu, ils font des métadiscours. Alors, ils parlent sur Philibert, mais ils disent un peu ce qu'ils veulent. Moi, je ne me sens pas tenue de leur répondre. Là, c'est ma limite. Je dis quelque chose, j'essaie d'être claire. Je laisse assez d'espace pour que les gens puissent imaginer autre chose. C'est pour ça que j'écris de la poésie aussi. Et puis, après, si tu en arrives à une interprétation quelconque, il ne faut pas la valider avec moi. Moi, je ne m'attends pas à une validation des auteurs que je lis. Est-ce que j'ai bien compris? Ben, si ça tient, oui, tu as bien compris. On ne peut pas s'attendre à toujours avoir l'approbation de la personne qui émet un discours. Mais comme je dis, je vais continuer à dire la même chose. Si dans la réception, ça devient une lutte, ben OK. Mais à la base, je veux juste raconter l'histoire de Philibert, c'est tout. En fait, c'est intéressant parce que la réception, elle est alimentée aussi par l'imaginaire du public, des lecteurs, des lectrices. Et selon l'imaginaire d'une personne, on en fait une lecture tout à fait différente. Je le vois dans les cours de littérature. Les étudiants sont très imaginatifs. Pour vous, Jean-Paul? Ben, pour moi, c'est un peu particulier parce que comme c'est un univers et des personnages qu'on ne voit pas, je savais que ça a une connotation particulière parce qu'on n'est pas encore dans le questionnement de dire ces gens-là doivent être intégrés et qu'on les voit sur le trottoir sans se poser de questions parce qu'on n'est pas là. On est vraiment, premièrement, à accepter de les représenter parce qu'on ne les voit tout simplement pas. Fait que mais ceci dit, c'est sûr que moi, je ne voulais pas devenir un ambassadeur de cette cause-là parce que c'était un peu trop lourd pour mes épaules. Je devinais que ce livre-là allait probablement marquer d'une pierre blanche, je te dis bien humblement, dans ce tout petit milieu-là, un livre où ces gens-là vont pouvoir se dire, voilà ce que je vis, voilà ce que vit notre famille, mais en même temps, je ne voulais pas être cantonné non plus à devoir absolument défendre une cause et que mon œuvre, dorénavant, ne tourne qu'autour d'un sujet. Et c'est pour ça que je suis content, parce qu'au final, cette histoire-là a embrassé beaucoup plus large que ce que je pensais. J'ai reçu beaucoup de messages de toutes sortes. Et en fait, ça parle d'inclusion au sens large.
On n'a pas, parce que une des questions que je me posais alors que je terminais ce livre-là, en fait le manuscrit, avant même de le présenter à mon éditeur, la question que je me posais, c'est est-ce que je ne vais toucher que les gens qui sont exposés à ça? Et puis visiblement, non. Les gens se retrouvent là-dedans, dans cette notion de que quelqu'un, que notre enfant ou que nous, on a vécu, que ce soit de l'intimidation, d'exclusion, c'est quelque chose qui est dans la nature humaine et qui est beaucoup plus large qu'uniquement l'idée de tous les enjeux autour du handicap. Sur la question de la réception, pensez-vous que, en fait, lors de la création de votre projet, est-ce que vous aviez un public en tête et est-ce que le public pour qui la réception a été plus meilleure, si on veut, est celui auquel vous vous attendiez? Par exemple, j'ai lu Le Petit Astronaute et là, maintenant, je suis maman depuis quelques années et la réception, elle a été complètement différente. J'ai imaginé mes propres enfants, je me suis mis à la place de ces mères qui vivent cette espèce de souffrance en silence, mais aussi tout le courage que ça incarne. Et évidemment, c'est incomparable, mais j'ai été capable un peu de me rattacher à ces histoires-là. Et pour le riz, en fait, pour avoir lu Philibert, je l'ai lu à ma plus grande, qui, elle adore lire, elle adore les couleurs et s'est beaucoup intéressée aux différents traits, la façon dont c'était construit. Mais cette lecture-là, je ne l'aurais pas faite il y a 4 ans. Est-ce que vous, quand vous avez pensé votre projet, vous vous êtes dit, ça va aller, par exemple, Laurie, c'est pour les enfants, évidemment, c'est un album jeunesse. Pour vous, Jean-Paul, est-ce que avez-vous ciblé un groupe en particulier? Pas dans mon cas. Moi, je me pose pas vraiment ces questions-là. Quand j'écris, je destine presque les livres à quelqu'un qui me ressemble, en fait, sans trop me poser de questions. J'avais pas non plus d'âge, donc puis c'est un livre qui visiblement intéresse des gens, des enfants qui vont le lire avec leurs parents, puis moi j'ai des enfants qui viennent me voir, je l'ai lu 8 fois. Et puis même des personnes âgées, donc c'est très très large, mais quand je le fais, je me pose pas cette question-là. Okay. Particulièrement ce livre-là, je l'ai vraiment fait en vase clos, je l'ai montré à personne. D'habitude, quand j'écris, j'ai toujours un petit comité de lecture amis, à qui je propose mes trucs quand l'histoire commence à être lisible du début à la fin, pour essayer de recueillir leurs commentaires. Celui-là, je l'ai vraiment fait en vase clos. Je ne l'ai même pas montré à ma blonde qui a inspiré un des personnages, ni à ma fille. C'est quand ça a été terminé que là, je leur ai fait lire et là, ça a fonctionné. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que je m'adresse à des gens sans me poser la question, mais qui au final doivent me ressembler. Et finalement, je dois ressembler à beaucoup de monde. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Parfait, merci. Par rapport à cette question-là, bien sûr que quand j'ai écrit, j'ai pensé aux enfants, à ma fille, mais j'ai pensé à tous les enfants un peu. Puis je me suis dit jusqu'où ils vont entrer dans la métaphore. Puis c'est là où Philibert, je trouve que on peut le commencer très tôt, 3 ans, comme ça. Mais il peut aller jusqu'à 10 ans, dépendamment de comment on guide la lecture, où on pose les questions. Donc, quand j'écris, j'ai pensé à ça parce que je trouve que les enfants sont vraiment des bons évaluateurs, des bonnes évaluatrices, parce qu'ils sont très exigeants. Mine de rien, les enfants sont très exigeants. Puis j'aime beaucoup leur exigence. Sois clair, je ne comprends pas, je n'ai pas de vocabulaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, faire comprendre une métaphore à un enfant, là, moi, je trouve que pour moi, c'est un beau défi, au sens réel du défi. Tu dis, OK, tu ne comprends pas du tout ce que je te dis. OK, les fruits de la mer. Hein? On pense que c'est simple, hein? Mais j'ai déjà été professeur en francisation, c'est très compliqué. Alors, la mer est un arbre. Ce qu'on trouve dans la mer, ce sont des fruits, comme on trouverait sur un poirier. Alors, on va dire les fruits de la mer. Là, peut-être on a perdu l'enfant ou la personne qui ne sait pas parler français. Elle ne nous a pas suivis. Donc, c'est vraiment un travail. On commence
avec l'image, Philibert plie son cœur. Pourquoi il plie son cœur? Ben, parce qu'il n'y a pas d'amis, parce que, je ne sais pas, il s'ennuie, il plie ses vêtements. Il n'y a rien à faire. Il n'a rien à faire, Philibert, à part plier ses vêtements. Donc, tout le livre, c'est de comprendre pourquoi on part de l'image de plier son cœur, puis qu'à la fin, franchement, il est occupé. Ouais. Il n'a plus ni le temps, ni l'espace. C'est ça. Là, ça m'amène à ma prochaine question. En fait, Jean-Paul, vous avez mentionné à maintes reprises que c'était un travail qui a été un travail personnel. On parle d'une quinzaine d'années. Vous mettez en scène, on suppose, des réalités qui ont été les vôtres. Et vous faites surtout lire par le point de vue de l'enfant quand même, qui est Juliette. Et ça c'est... en fait, je me demandais pourquoi ce choix. Qu'est-ce qui a mené à ce choix éditorial, si on veut? Oui. Ça a été un long cheminement. En fait, quand on dit 15 ans, en fait, ça fait 15 ans que j'ai l'idée et je me dis que ce sujet-là va se retrouver sur la trajectoire et je ne pourrai pas passer à côté. Il va falloir un jour que je vide le sujet. Je ne suis pas du tout issu, moi, de l'autobiographie, comme beaucoup d'autres auteurs de bande dessinée au Québec. Alors donc, j'ai toujours un peu de scrupule et de, je sais pas, de pudeur à parler de moi ou à me dessiner. Et alors, j'ai essayé de trouver toutes sortes de façons d'éviter cette solution, la première qui nous vient en tête, de dire, c'est l'auteur qui va raconter son histoire, et voilà. Et j'avais peur que ça devienne un peu l'histoire et le deuil d'un parent, comme on l'a déjà vu beaucoup. Et donc, j'essayais de trouver une manière de le raconter. Je me suis dit, pourquoi ça ne serait pas Tom qui raconte l'histoire? Mais je me suis buté à un problème, c'est que Tom a une déficience intellectuelle, donc il n'a pas le vocabulaire pour pouvoir dire ce que j'ai besoin de raconter. Et j'ai eu cette idée-là de le raconter à travers sa grande sœur, qui va raconter, elle a 25 ans, elle retourne dans sa maison familiale, elle se remémore du haut de ses 5, 6, 7, 8 ans, ce que c'était ce petit frère qui n'était pas comme les autres. Donc, elle va raconter à travers ses mots d'enfant, les souvenirs de ses mots d'enfant, l'arrivée de Tom. Et le truc dont je suis le plus fier, c'est que cette petite Juliette va trouver une astuce. En fait, c'est une petite fille qui a besoin de réponses. Elle pose beaucoup de questions, elle est curieuse et évidemment, les adultes, on essaye de ménager les enfants, surtout avec des questions comme ça, mais elle veut savoir, elle pose des questions. Est-ce que mon frère va mourir? Elle pose des questions dures, comme les enfants, sans qualificatif. On y va directement et je veux une réponse. Et devant la réponse par rapport à qu'est-ce qui arrive avec son frère, elle va dire, moi je sais, Tom, elle va simplement se coucher tête bêche à côté de Tom, coller son oreille à la sienne. Elle prétend entendre les mots dans la tête de Tom qui ne sont pas capables de sortir par sa bouche. Et par ce fait-là, à travers l'imagination de cette petite Juliette qui prétend entendre son frère, j'ai pu faire parler Tom aussi. Ça, c'est quelque chose dont je suis très fier parce que ça amène toute la métaphore de l'astronaute. C'est en fait elle qui se donne une explication pour accepter la situation de cette inégalité du sort, cette espèce d'injustice qui n'a pas d'explication. Elle va se trouver une explication à travers la métaphore du petit astronaute. C'est ça. En fait, le personnage de Tom revient quand même on dirait que sa parole à lui revient à quelques reprises, notamment quand on le voit à travers les yeux à l'intérieur. Mais aussi le plan dont je vous parlais plus tôt, parce que moi, je me suis dit, est-ce que c'est moi? Il faut que je penche la tête, puis je comprends pas. Puis, OK, c'est parce que je vois comme Tom voit. Ça, c'est arrivé une fois, si je ne me trompe pas, dans la BD. Pourquoi ce moment-là en particulier? Alors, moi, je viens de ce qu'on appelle la méta-BD. C'est ce que j'ai fait, jouer beaucoup sur les codes de lecture de la bande dessinée. Donc, c'est dans mon ADN, il n'y a rien à faire. Et donc, j'avais cette idée-là de mettre le lecteur dans cette espèce de malaise-là, malaise de lecture tout simple.
C'est qu'en fait, on regarde la page, mais toutes les cases sont dans l'autre sens, tandis que les bulles sont bien droites. Donc, on ne sait pas très bien comment mettre la tête pour essayer de poursuivre la lecture. Évidemment, ça ne dure qu'une page. Et quand on arrive de l'autre côté, on voit qu'en fait, Tom est tombé. Il est sur le côté comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'il voit le monde. Exact. Il est là depuis 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Personne n'a remarqué qu'il était tombé. Et je voulais mettre en fait les gens dans cette situation-là, ce que ça doit être d'être pris comme ça pendant une période indéterminée et d'attendre que quelqu'un nous remarque pour nous remettre droit. Alors, ça a pris qu'une... j'aurais pas pu continuer ça plus qu'une page, évidemment, ça aurait été laborieux, mais voilà, c'est simplement amener ce petit malaise-là pour faire vivre au lecteur un petit peu ce que ça représente. C'est ça, parce que moi, j'étais sur le point de retourner mon ordi, mais là, je n'étais plus capable de lire. Ah oui, c'est sur l'ordinateur. Oui, c'est ça. En plus, c'est sur l'ordinateur. Fait que, voilà. Laurie, est-ce que tu pourrais nous parler des grandes thématiques? Par exemple, tantôt, tu parlais de ta poésie aussi. On s'intéresse particulièrement à ton ouvrage jeunesse. Quelles sont les grandes thématiques qui traversent ta première œuvre et je suppose qu'ils vont traverser les autres? Est-ce que tu en as ou tu veux explorer quelque chose de différent à chaque fois? De Philibert? Oui. Ah, je pourrais pas dire tout de suite. Je sais pas parce que je m'emporte. Par exemple, ma dernière idée, c'est un éléphant qui va au musée. Puis là, bien sûr, l'éléphant est accompagné de son ami. Je suis pas encore sûre, mais ça va peut-être être une souris. Puis là, l'éléphant dit toujours à la souris: oui, ma puce, non, ma puce. Puis là, à un moment, la souris, elle se fâche. Elle dit: est-ce que moi, je t'appelle mon pachyderme d'amour? Puis moi, je me trouve très drôle. Puis elle se fâche. Puis là, je me dis: ah, mais comment se représenter qu'elle est fâchée? Puis là, je me suis dit: oh, tu sais, comme je vous ai dit, je ne sais pas dessiner. J'imagine la souris qui est grosse comme une montgolfière, puis qui est plus grosse que son ami l'éléphant avec qui elle va au musée. Là, je me dis: mais qu'est-ce que tu essaies de dire à travers ça? Mais il ne faut pas croire que les gens sont à la taille ni à la mesure, non seulement de leur corps, mais des idées qu'on a sur leur corps, de leurs préjugés. Je pense que je vais toujours, s'il y a un thème qui va traverser les livres à venir, c'est celui-là, celui des préjugés. C'est-à-dire que, pas parce que la souris est petite que sa douleur est plus petite. Non, elle a autant mal que l'éléphant. Elle n'a pas moins mal. Elle n'est pas plus contente, mais elle a un petit corps. Puis l'éléphant a un gros corps, puis ni l'un ni l'autre n'a choisi d'être physiquement comme ils sont. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un, c'est positif, un, c'est négatif. Ils sont comme ils sont. Donc, je dirais que ce serait, oui, le terme de la différence qui rejoint le petit astronaute. Moi, je l'ai lu en papier, puis je me rappelle que comme les bulles étaient droites, mais je ne me penchais pas. Puis là, j'étais contente de lire le petit astronaute parce que je compte beaucoup sur mon imagination. Puis, en fait, les bandes dessinées, je ne les lis pas beaucoup parce que je ne regarde pas les images. Mais là, j'ai fait un effort que je ne fais pas normalement. Je dis: regarde les images parce que c'est important. Si toi, tu n'es pas astronaute, là, vas-y, rentre là où il t'amène. Puis j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça vraiment beau. Mais je ne sais pas encore quelle thématique, mais c'est sûr que la différence, c'est inépuisable comme sujet. Ouais. Puis d'essayer d'être dans la peau de l'autre, de représenter comment l'autre se sent quand on dit certaines choses, pour moi, c'est important. Puis c'est fascinant. C'est-à-dire que non, je ne pensais pas aux enfants qui étaient très lourdement handicapés, mais pour moi, tout le monde est là. On ne voit pas tout le monde, mais tout le monde est là. C'est comme si j'ai déjà vu ça, je pense, dans une bande dessinée, on soulevait le toit des maisons, puis on plantait la tête à l'intérieur, on regardait. On disait: ah oui, c'est là qu'il se cache le chat. Je le vois bien. Puis là, on change de maison, puis on dit: ah oui, elle prépare son plat préféré avec beaucoup de tomates.
Puis on continue comme ça. Donc, dans ma tête, il faut toujours être capable d'avoir un panorama très, très vaste de choses auxquelles on ne pense pas naturellement ou qui ne sont pas mises à notre attention. Parce que les médias vont s'intéresser à certaines choses qui, peut-être, ne nous intéressent pas du tout. Non, c'est ça, exactement. C'est vraiment, je trouve, très intéressant la façon dont vous avez travaillé à partir de l'imagination, de l'imaginaire pour mettre en mots différentes histoires et en images aussi, hein, parce que c'est un travail minutieux, c'est un travail... les images, elles sont excessivement belles. Le choix des couleurs aussi, les teintes, la façon dont c'est raconté. Jean-Paul, vous mentionniez plutôt l'idée des plans, hein, et on le sent aussi. Des fois, on est plus à l'extérieur et des fois, on est... Je me rappelle bien, moi, j'avais l'impression que quand on voyait à travers les yeux, on était un petit peu en contre-plongée. Il y avait cette idée de déplacement aussi, de mouvement, vous l'avez mentionné. Là, je vais juste vérifier, il est quelle heure? Excusez. Ah, mon Dieu, au moins 10, d'accord. Je vais arrêter de parler et je vais inviter le public. Est-ce que vous avez des questions que vous voudriez poser à nos invités, des commentaires ou autres? Je peux vous passer mon micro sans problème. Est-ce que... Moi, j'en ai d'autres, des questions, mais j'aimerais savoir si vous en aviez... OK. Je vais en poser une autre. Quelle est la suite pour vous, en fait? Qu'est-ce que nous réserve votre imagination? Oh, grosse question. Moi, je dois avouer que j'ai de la difficulté à reprendre un peu les rênes de ma création après Le Petit Astronaute parce que je continue à surfer beaucoup là-dessus. Là. Je fais beaucoup de rencontres autour de ça et j'en parle beaucoup. Et puis, de mettre ça un peu en jachère pour partir sur autre chose. Ceci dit, moi, ce que je fais d'habitude, parce qu'il m'arrive souvent de travailler en collaboration, je travaille avec Claude Paiement, qui est un ami, qui est auteur de théâtre, et on travaille à deux sur des scénarios. On en a déjà fait plusieurs. Et là, donc, mon prochain, c'est un scénario sur lequel on travaille depuis mon Dieu, plusieurs années déjà, mais bon, toujours un peu à temps perdu. Donc, je travaille là-dessus. Il faut que je m'attelle au dessin, mais là, on n'est pas du tout dans le même monde, parce que je sais qu'après Le Petit Astronaute, je ne peux pas faire le retour du Petit Astronaute ou Le Petit Astronaute contre-attaque. Donc, il faut vraiment que j'aille ailleurs et je ne veux pas que les gens aient d'attente non plus par rapport à ça, parce que c'est sûr que je vais les décevoir si je parle de ça, parce que Le Petit Astronaute, c'est grosso modo une histoire qui est inspirée de 15 ans de ma vie. Je ne pourrais pas recommencer ça. Donc, j'essaye d'aller vraiment ailleurs. Mais ce que Le Petit Astronaute m'aura appris, c'est à quel point les livres qu'on fait peuvent, pas obligatoirement, mais peuvent faire réfléchir les gens. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'art devrait amener des réponses, mais l'art devrait poser des questions. Et puis voilà. Donc, je ne peux pas trop en parler encore, mais on s'attaque à des réflexions sur la société de façon générale, des trucs qui sont dans l'air, mais très loin du Petit Astronaute. Là, vous avez parlé de votre ami metteur en scène. Donc, Oui. Est-ce que ça va être une espèce d'alliance entre roman graphique, mise en scène, théâtrale? Est-ce que ça va être du théâtre expérimental? Bien, en fait, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis des années. Et lui, qui ne connaît absolument rien dans la bande dessinée, en fait, on s'écrit, lui qui écrit du théâtre, moi qui fais de la bande dessinée, on s'écrit des films. Et en fait, les scénarios ressemblent beaucoup à des scénarios de films où on place vraiment scène de nuit, caméra est à telle place, voilà, avec les dialogues en fonction des comédiens. Lui, il a l'habitude de diriger des comédiens, ce qui est très enrichissant, je dirais, pour la création d'une bande dessinée, parce que les comédiens de papier, il faut aussi les diriger. Oui, puis c'est ce qui fait que les gens vont y croire, les gens vont voir les personnages, vont se projeter dedans. Il y a tout un travail là-dedans. Et le fait que Claude ait cette expertise-là, ça enrichit beaucoup notre création. Les comédiens de papier, c'est ma nouvelle expression préférée. J'en parlais tout le temps. Pour vous, Laurie, que nous réservez-vous? Je continue à écrire, donc je continue à écrire de la poésie.
Les histoires jeunesse, j'en écrivais déjà depuis longtemps. J'en ai comme une réserve parce que ça m'amuse. Ça m'amuse depuis longtemps. Je suis bibliothécaire de formation. J'ai travaillé en bibliothèque. Puis la bibliothèque où j'ai travaillé, j'étais dans la section jeunesse. Puis j'en ai lu beaucoup parce que ça se lit quand même assez vite. Puis je trouvais toujours qu'il manquait quelque chose au livre jeunesse. Il manquait un aspect drôle, il manquait quelque chose. Pas tous les livres parce qu'il y a des auteurs devant lesquels on recule, comme Pierre-Élie Ferrier, PEF. La belle histoire du prince de Mots-Tordus, son texte phare. Donc, ou le monstre poilu. Et puis, donc, je vais continuer à écrire. Je sais pas exactement où tout va aller. C'est-à-dire que je suis au début, tu sais, me mettre avec Jean-Paul. Alors, comment on dit? Haïd. Haïd. J'osais pas. Alors, de mettre à ses côtés, c'est un peu difficile. C'est-à-dire que lui, il peut regarder. Il y a 15 ans, moi, il y a 15 ans, je regarde pas grand-chose. Donc, ce que je sais, c'est que j'écris. Là, j'écris de la poésie. Je pense que je vais continuer à écrire de la poésie, je vais continuer à écrire un album jeunesse. Ce qui me ferait plaisir, ce serait d'écrire autre chose, mais je ne sais pas encore pour l'instant. Ça ne se dessine pas clairement. Puis donc, franchement, j'espère que mes textes auront de la résonance, que les gens vont trouver ça drôle, une souris qui est grosse comme une montgolfière, même si je ne peux pas la dessiner. Puis, voilà, c'est des histoires comme ça, des histoires pour enfants. Je me dis, tant que l'imagination est là, c'est bon. C'est ça. C'est ça, je pense que c'est le moteur vraiment de vos créations, de vos pratiques aussi. Tant qu'il y a de l'imagination, tout va. Moi, je dirais que c'est une bonne façon de terminer la causerie. En fait, parce qu'on arrive pas mal à la fin. Je ne sais pas si le public veut se lancer ou quoi que ce soit. Habituellement, on réserve nos questions tout après. À partir du moment où les micros sont fermés, tout le monde se lève et vient poser des questions. Fait que, je vous remercie encore une fois, Jean-Paul. Merci Laurie. Merci à l'EDI. Merci aussi au Festival international de littérature d'avoir permis cette rencontre, cette merveilleuse rencontre que je vais chérir alors que je vais aller faire passer un examen à mes étudiants dans une heure. Mais c'est vraiment un plaisir, un honneur pour moi de vous avoir reçu aujourd'hui au nom des différents partenaires. Alors voilà, merci. Merci. Merci pour l'invitation.